C'est le Nether de base, l'Atlas, avec des planches peintes main, voilà, sur tout le corps humain. Ça, c'est bien quand vous faites des études, voilà, et que vous avez le cours qui va avec. Donc ça sera notre support quand j'aurai besoin d'autres planches pour vous préciser des trucs. Et nous, on va s'attaquer avec Tigresse au Nether à colorier. Donc c'est des planches qui normalement sont vierges, avec les explications et tout, les légendes. Et après, on est parti et on fait le coloriage en même temps que les explications et tout. Donc c'est trop cool. Ça permet d'apprendre l'anatomie de manière beaucoup plus fun et d'avoir les explications qui vont avec. Parce que sinon, bah, tu as un atlas, mais tu sais pas trop de quoi ça s'agit. Là, au moins, on a tout. L'utile et l'agréable. Exactement. Et aujourd'hui, on en avait discuté avec Skolgan, vu qu'il a mal à l'épaule. Eh ben, on s'est dit, vas-y, let's go. Jeudi, on fait l'épaule. Et on en est là. Il est 12h10 et c'est parti. Du coup, comme d'hab, on se fait la petite lecture. Et Tigresse va rattraper les wagons. On va se redétailler le coloriage. Et puis, let's go. On va découvrir cette articulation magnifique qui est l'épaule. Hop, je vais peut-être essayer de faire un truc parce que tout à l'heure, j'ai pas réussi à me mettre dans la catégorie que je voulais. Et c'était très chiant. D'habitude, tu mets toujours ta catégorie. Bah oui, je mets study et tout ça, mais sauf que là, tout à l'heure, je sais pas pourquoi. En fait, à peine le truc qui s'affichait, hop, il partait. Donc c'était un petit peu casse-pied. Modifier les infos. Catégorie épaule. Catégorie shoulder. Alors attends. Study. Et voilà. Ah, je sais pas pourquoi tout à l'heure ça a bugué. Oui, Et des voilà. fois comme ça. Ouais, je sais pas pourquoi. On est bueno. C'est bueno, bueno. Nouvelle catégorie. Eh ben voilà, c'est ça qu'on veut. Aïe aïe. Mais c'est bon. Du coup, on va découvrir cette articulation qui est à la fois une articulation excessivement mobile, c'est la plus mobile du corps humain, et à la fois comment elle arrive à trouver de la solidité et de la rigidité, voilà, malgré tout. Trouver le meilleur des deux mondes, être à la fois souple, enfin mobile et rigide, enfin et solide, pour éviter qu'on se luxe l'épaule tous les 4 matins. Même si c'est une articulation qui se luxe, voilà. Comparé à une hanche, on ne va pas se luxer facilement une hanche. Une épaule, c'est beaucoup plus facile à luxer. Voilà, donc on va découvrir un petit peu tout ça, la coiffe des rotateurs, des noms que vous avez pu découvrir dans votre vie ou entendre à droite à gauche. Donc là, on va essayer de remettre tout ça, de rabouter tout, de faire un truc qui vous permettra de comprendre comment fonctionne l'articulation de l'épaule. D'ailleurs, quand on dit articulation de l'épaule, c'est un petit peu... comment je pourrais dire ça? C'est pas vraiment correct parce qu'en fait, il vaut mieux parler du complexe de l'épaule parce que dans l'épaule, il y a plein d'articulations. C'est ce qu'on va aussi découvrir là. Donc, il vaut mieux parler du complexe parce qu'il y a plusieurs choses mis bout à bout qui font que l'épaule est ce qu'elle est. Et donc, on est parti pour comprendre tout ça. Petite lecture du midi. L'épaule ou articulation scapulo-humérale. Alors, déjà, on ouvre-la bien avec deux noms. L'articulation scapulo, donc scapulo, ça vient de scapula. La scapula, c'est le nouveau nom, c'est la nouvelle nomenclature anatomique de l'omoplate. Voilà. Donc, cette articulation scapulo, donc là, la scapula, qu'on voit ici, hop là, ça c'est l'omoplate. Humérale, c'est en référence à l'humérus. Voilà, donc cette articulation scapulo-humérale est entre humérus et là, l'omoplate qui est ici. Là, c'est une épaule qu'on a coupée, qu'on a tranchée comme ça. Enfin, qu'on a tranchée, pardon, sur le côté. On l'a tranchée ici. Donc l'humérus, il est coupé en deux, l'omoplate aussi, voilà. Et on regarde de devant. Donc on se rend compte de la tête de l'humérus et de la portion beaucoup plus réduite
de l'omoplate avec qui elle s'articule. Mais il n'y a pas que la gléno-humérale. Oui, c'est que la gléno-humérale, si. En fait, on peut dire à la fois scapulo-huméral, comme on voit ici, ou gléno-huméral, parce qu'en fait, cette portion de l'omoplate s'appelle la glène. Voilà, donc vous pourrez voir les deux noms. Soit articulation scapulo-humérale, soit gléno-humérale. Cette partie-là, c'est une énarthrose. Une énarthrose, c'est une synoviale multiaxiale. On avait commencé un petit peu, voilà, à voir au niveau des articulations. Là, en fait, on se rend compte que dans le corps humain, il y a plein d'articulations qui ont des formes et des structures différentes. Hop. L'épaule, c'est une énarthrose. C'est aussi une sphéroïde. Ça veut dire la même chose. Sphéroïde ou énarthrose. Mais dire sphéroïde, ça permet déjà de comprendre un petit peu plus que c'est une articulation qui est ronde, en fait. L'épaule et la hanche sont des sphéroïdes ou des énarthroses. Là, on voit que la hanche, ben, c'est un peu le même système. Il y a une tête sur une portion, là c'est le bassin, sur une portion cartilagineuse en face. C'est comme une tête dans un bol, si vous voulez. C'est un rond dans un bol. Voilà, c'est ça, une énarthrose ou sphéroïde. Ce sont des articulations qui permettent énormément de mouvements dans plusieurs plans, dans plusieurs axes. Donc elles sont multi-axiales. En général, elles autorisent flexion et extension. L'épaule, on peut faire une extension de l'épaule, une flexion de l'épaule, aller vers l'avant, vers l'arrière. On peut faire de l'abduction. L'abduction A, B, D, c'est quand on éloigne le membre de l'axe du corps. Et l'adduction A, D, D, c'est quand on rapproche le membre de l'axe du corps. Ça, c'est une adduction. Ça, c'est une abduction. Voilà, l'épaule, elle peut faire ça aussi. Donc, flexion, extension. Adduction, abduction. Il faut s'accrocher. Hein. Et les rotations. On peut faire des rotations de l'épaule. Rotation externe, rotation interne. Voilà, ça se passe évidemment dans l'épaule. Et on peut faire la combinaison de tout ça. C'est la circumduction. C'est quand on combine tous les mouvements, tous les paramètres dans l'espace. Voilà, ces articulations-là sont capables de faire tout ça. On peut faire exactement la même chose avec la hanche. D'ailleurs, hop. Et, ah oui, on reprécise, il nous a dit que c'était une synoviale. Une articulation synoviale, c'est n'importe quelle articulation, peu importe, c'est un truc type. C'est toujours composé de la même manière. Quand on vous dit synoviale, ça veut automatiquement dire qu'il y a une capsule fibreuse qui englobe l'articulation, qui est tapissée à l'intérieur d'une membrane qu'on appelle membrane synoviale parce qu'elle va sécréter la synovie. Le liquide synovial ou synovie, c'est le liquide qui vient lubrifier et nourrir cette articulation pour qu'elle puisse glisser convenablement. Voilà. Donc, l'épaule, il y a tout ça. Il y aura une capsule à l'intérieur tapissée. Donc, hop, là, je l'avais fait un petit peu. On va voir qu'il y a la capsule en vert, qu'on a une membrane synoviale en bleu foncé. Et à l'intérieur, il y a le liquide, et puis qui vient nourrir nos cartilages bleu ciel. Voilà. Rien que ça, en 2 phrases, ça nous fait un paquet de trucs. Donc, c'est une énarthrose, une synoviale multi-axiale qui bouge dans tous les plans, qui autorise une formidable mobilité du membre supérieur. Donc, c'est l'articulation la plus mobile, même de tout le corps. Hein. Donc, forcément, qui dit mobilité, dit aussi instabilité. Donc, en raison du caractère fragile de cette énarthrose et de sa capsule qui est relativement mince pour pouvoir pas trop rigidifier l'articulation, la capsule est pas trop fibreuse parce que sinon, ce serait dans un manchon complètement rigide et on ne pourrait pas faire grand-chose avec cette épaule. Donc, l'articulation de l'épaule est l'une des articulations qui est la plus souvent luxée. Voilà, on en revient à la même chose. On a le défaut de ses qualités. Qui dit hypermobile, ça veut dire aussi instable. Voilà.
On a d'autres articulations dans l'épaule. On n'a pas que la gléno-humérale. On a aussi l'acromio-claviculaire qui est ici, entre la clavicule et l'omoplate aussi, parce que l'acromion, c'est une portion de l'omoplate. C'est un espèce de bec qui revient vers l'avant et avec qui vient s'articuler la clavicule. En fait, c'est ici, l'acromioclaviculaire. On le sent, il y a un petit trait, là, une petite bosse. C'est là. Ça, c'est l'articulation acromioclaviculaire. Et celle-là aussi, elle va se luxer assez facilement, en cas de chute notamment. Si vous chutez sur le moignon de l'épaule, ben le sol, vous allez venir heurter le sol. Donc votre bras, votre humérus, lui, va être stoppé. Après, l'omoplate va venir aussi rencontrer le sol. Mais le reste de votre corps, lui, va continuer sa chute. Et la clavicule, en fait, comme l'omoplate ne bouge plus, la clavicule, elle va continuer avec la force, avec l'impact, et ça va venir luxer cette articulation. Ça va venir glisser, et ça va sortir de sa loge. Donc l'épaule, que ce soit la gléno-humérale ou l'acromioclaviculaire, ça se luxe assez facilement. L'acromioclaviculaire, c'est aussi une synoviale. Il y a une capsule, une membrane, un liquide. Mais elle, c'est une articulation plane. C'est un plat avec un plat. C'est aussi pour ça que ça se luxe facilement. Voilà. On la revoit ici, notre articulation acromioclaviculaire. Elle est là. On voit bien que c'est un plat avec un plat. Elle permet quelques mouvements de glissement quand le bras est levé et la scapula en rotation. Oui, bon lurk. À bientôt. Profite bien. Du coup, cette articulation-là, elle autorise quelques mouvements en amplitude un peu extrême. Elle va venir faire quelques mouvements de rotation, notamment, et des petits mouvements de glissement aussi. Voilà. On a aussi d'autres articulations dans l'épaule qu'on appelle fausses articulations. C'est en fait des plans de glissement. Puisqu'on va le voir, il y a beaucoup de muscles, il y a des bourses séreuses. Donc en fait, c'est comme un millefeuille. Il y a plein de couches, il y a plein d'articulations, c'est tout un complexe. Donc il y a aussi des fausses articulations. L'omoplate qui glisse sur le thorax, dans notre dos, qui vient glisser sur le grille thoracique quand on élève les bras. Les omoplates vont suivre, donc ça va faire des mouvements qu'on appelle de sonnette, comme une cloche, vous voyez. Ça va venir glisser sur le grille thoracique, donc ça aussi c'est une sorte de fausse articulation. Tous les plans de glissement avec le deltoïde et sa bourse, voilà, il y a plein de faux plans comme ça qui rentrent aussi dans la biomécanique de l'épaule. Voilà, donc sachez que dans l'épaule, il y a des vraies et des fausses articulations. Voilà. Là, elles ne sont pas toutes détaillées ici parce que ça va venir donner beaucoup de complexité. Mais si vous suivez des cours d'anatomie ou de biomécanique, forcément, là, on va vous les détailler beaucoup plus. Nous, on va rester pour faire nos planches, ce qui est nécessaire pour nous. Notre articulation de l'épaule, forcément, il faut à la fois qu'elle bouge et qu'elle soit plus rigide. Donc, il va y avoir déjà une couche musculaire qui va venir lui donner la mobilité et la rigidité, un peu plus. Ils sont au nombre de 4. C'est la coiffe des rotateurs. Les tendons contribuent à stabiliser l'articulation. On a aussi la planche 3 qu'on reverra quand on fera la myologie. Là, en 2, on est sur l'ostéologie et le côté articulaire et osseux. Dans d'autres chapitres, on verra plus précisément tous les muscles, dont la coiffe. La coiffe, c'est qui? Le supraépineux, l'infraépineux, le petit rond et le subscapulaire. Supraépineux, déjà, ça va nous aider à comprendre où il est. Ça veut dire supra au-dessus, épineux, ça fait référence à une épine. Alors, on va aller se trouver ça pour bien comprendre.
Parce qu'on n'a pas de planche qui nous montre la scapula. Donc, je vais essayer de vous en trouver une dans le Nether pour comprendre c'est quoi l'épine. Voilà une omoplate vue de dos. C'est un os triangulaire plat, très fin. Et ici, vous avez l'épine de l'omoplate qui se prolonge et qui vient former l'acromion, espèce de bec qu'on a, qui fait le galbe là, de l'épaule. Ici, là, vous avez l'acromion. Ça, c'est l'acromion. On le voit un peu. Non, des fois, il y a certaines personnes, quand elles sont hyper laxes, on le voit quand on tracte un peu le bras. Et ça délimite bien l'acromion et l'espace sous-acromial. Voilà. Ça, c'est notre acromion. Et ça, c'est notre épine. Sur cette épine vient s'insérer notamment le trapèze et le deltoïde. Et au-dessus, là, la plaie rouge qu'on voit, c'est ici notre supra-épineux qui va venir traverser, passer sous l'acromion et venir s'insérer juste au-dessus de la tête de l'humérus. Voilà, ça c'est notre supra-épineux. Et on a son petit frère, son cousin, l'infra-épineux. Lui, il est en dessous l'épine. C'est cet aplat-là. Et lui, il va longer et il va venir, lui, à l'arrière de l'humérus. Ensuite, il y a le petit rond, lui, qui est sur l'aile inférieure, on va dire sur la partie inférieure de notre omoplate, qui est là. Et lui aussi, il va venir s'attacher derrière. Et ensuite, on a le subscapulaire. Là, on voit une épaule de devant. On a enlevé le thorax. On voit juste humérus et omoplate. Il n'y a pas d'épine à la face avant, puisqu'il faut que ça laisse une surface de glissement. Donc, c'est une surface entièrement lisse. Et le subscapulaire, lui, il vient tapisser toute la face avant de l'omoplate. Et il va venir s'insérer à la face avant de l'humérus. Donc lui aussi, il va traverser comme ça, il va se frayer un chemin de l'arrière, enfin de l'avant de l'omoplate, donc de l'arrière du corps, hein, entre le grille thoracique, l'omoplate, il va venir se faufiler pour revenir jusqu'à l'avant, voilà, de l'humérus. Voilà, et là on voit bien l'articulation entre notre acromion et notre clavicule, là toujours, hein, avec notre trapèze. Notre deltoïde, pardon. Voilà, voilà. Hop. Petit, j'ai parlé de tout le monde. Ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'on nous raconte d'autre? On va parler un peu plus des fameuses bourses. Les bourses séreuses, c'est comme ça qu'on dit, c'est des bourses séreuses. C'est celles qui permettent de faire glisser cette épaule, de faire cohabiter tout ce complexe musculaire, articulaire, ligamentaire et osseux. Elles sont là pour venir faciliter ça. C'est comme des coussins lubrifiants, lubrificateurs, je ne sais pas comment on peut dire. Les bourses aident à réduire les frictions en séparant les tendons de la capsule, les tendons de la capsule fibreuse de l'articulation. De plus, du fait que la cavité glénoïdale de la scapula est peu profonde, c'est ce qu'on a vu là, on voit bien que vous avez une vaste tête ronde, la très sphérique, et vous avez ici une surface qui est presque cubique, plane. Donc, il va falloir venir renforcer et optimiser ce combo qui est pas, voilà, qui d'emblée a pas l'air ultra opti, quoi. Donc, il y a un bourrelet de cartilage tout autour qu'on va appeler le labrum glénoïdal. Donc c'est le labrum qui vient là, qui est en bleu un peu plus soutenu, qui vient autour
de la glène. Voilà, le labrum, il est là, là. Tout autour. Il va venir augmenter. Il va faire tout le pourtour de la glène et il va venir augmenter la surface articulaire disponible. Voilà. C'est comme si on déployait un grand parapluie comme ça et ça va venir augmenter la surface. Donc, il va venir comme un collier et augmenter sa profondeur. Voilà. On note également que le tendon du chef long du biceps passe en profondeur de la capsule pour s'insérer sur le tubercule supra-glénoïdal de la scapula. Alors, on reprend. Là, en 3, on a notre tendon chef long du biceps brachial. Il vient s'insérer. Est-ce qu'on va le voir? Là, il y a un tout petit point rouge là, qui est sur la scapula. Là, ce tout petit point rouge ici. Ça, c'est l'insertion d'une des parties d'un des chefs du biceps. C'est le chef long. Il y a un deuxième chef, qui est le chef, je vous le mets en mille, court, qui lui va s'insérer ailleurs. Là, il va s'insérer là, sur le tubercule supra-glénoïdal. Ici, là. Tout au-dessus de notre glène. Voilà. Mince. Oh, je vais remettre un gros coup de crayon. Il faudra que je gomme ça. Voilà. En fait, là, c'est caché évidemment par la capsule. Toute notre grosse capsule fibreuse, notre manchon fibreux. Mais le biceps, il vient s'insérer au niveau de la scapula. Et voilà, il cohabite, il traverse cette capsule. Et il va venir ressortir dans sa gouttière. Voilà. Qui est tracée dans l'humérus. Il va venir ressortir là. Pour cheminer ensuite jusqu'au au niveau du radius sur l'avant-bras. Alors, là, on voit un petit peu plus notre coiffe des rotateurs. Là, on voit que notre subscapulaire, il part de l'avant de l'omoplate. Il va venir traverser, se frayer son petit chemin pour aller jusque sur la tête de l'humérus. Le supra-épineux, pareil, lui, il va venir au-dessus. Il chapeaute la tête de l'humérus. Notre infra-épineux et notre petit rond, eux, ils sont à l'arrière, sous l'épine. Ils viennent à l'arrière de l'humérus. Voilà, là on les voit un peu plus. Tous les trois. Là. Et là on a notre subscapulaire, lui aussi qui vient. Notre chef long du biceps dans sa gouttière. Voilà. Normalement, voilà. Là on voit notre biceps. On voit bien nos deux chefs. Voilà. Le chef long qui est là, qui est entre guillemets intra-articulaire, je m'entends, et qui va venir jusqu'au niveau de l'avant-bras, radius, et son chef court, voilà, qui est là. Lui aussi qui va finir, qui va partir au niveau de l'acromion et qui va venir jusqu'au tubercule. Voilà. Là, ils nous l'ont enlevé, hein, mais on voit encore l'insertion du chef court, l'insertion du chef long. Là, c'est le coracobrachial et le brachial. C'est deux autres muscles qu'il y a en dessous le biceps. Voilà, on verra ça un peu plus. Voilà. Là, on le voit aussi in situ avec toute l'artère profonde, là, l'artère brachiale. Voilà. On verra ça un peu plus en myologie, quand on étudiera les muscles. Donc là, on voit que notre biceps, il a une relation très étroite, très intime avec l'articulation de l'épaule. Les caractéristiques des ligaments et des différentes bourses séreuses sont résumées dans le tableau ci-dessous. Donc là, on va pouvoir s'en donner à cœur joie et pouvoir colorier tout ça. Alors,
Oh, non, mais j'ai fait un espèce de trait là quand j'ai tourné ma page, c'est n'importe quoi. Je viens de crayonner le truc, mais d'une force. Voilà. Paf. Ah ben, ça y est, j'en valser la gomme avec, tout va bien. Hop. Donc, on résume. D'abord, on a notre acromioclaviculaire, qui est une synoviale plane. Elle est là. Donc, elle va avoir sa capsule, sa membrane, son liquide. Elle autorise des mouvements de glissement et de rotation. Donc, elle autorise mouvement de glissement lors de l'élévation du bras et de rotation de la scapula. Voilà. Quand le bras est en élévation, bah, l'humérus il monte, il entraîne ensuite l'omoplate et cet acromion va venir glisser avec la clavicule. Et en rotation, c'est pareil, hein, on le voit bien, quand le bras va faire une rotation, bah forcément, l'omoplate aussi vient vers l'avant, donc ça va créer une sorte une rotation, là aussi, comme un torchon, une serviette, ça va venir essorer cette articulation ici. Voilà, donc on peut, si on a envie, moi je l'ai colorié, mais c'est pas obligé, venir colorier en vert. Parce qu'en nomenclature, en général, les articulations, tout ce qui est ligament, c'est vert. Voilà. Donc là, je me suis colorié ma petite capsule acromioclaviculaire en vert. Où est-ce que j'en étais? Et il y a un disque à l'intérieur. Voilà. Est-ce qu'il y a un endroit, peut-être une planche où je pourrais vous montrer le petit disque? En fait, dans l'espace, voilà, dans l'espace entre l'acromion et la clavicule, il y a un disque articulaire. Là, on a notre capsule verte, hein, toujours. Et entre, il y aurait un peu, là, il y aurait notre disque. Est-ce que il nous le montre? Là, on le voit un petit peu en gris. Je sais pas si ça va rendre à la caméra. Pas que je monte de trop. Là, en fait, on a un tout petit éclat, là. On a un tout petit bec gris qu'on voit à peine. Voilà, c'est notre disque. Il est un petit peu mis, là aussi. Il y a un petit bec gris, là, qu'on voit. Donc, éventuellement, on peut se le colorier aussi. Là, on a un petit disque. Voilà. Il y a plusieurs articulations dans le corps humain où il y a un petit disque comme ça. La mâchoire, notamment. Dans le genou, mais là, c'est carrément des ménisques. Au niveau du pubis aussi, il y a un disque. Enfin, voilà, il y a plusieurs articulations comme ça où il y a un amortisseur. Là, il y a une sorte de soupape. Voilà. Toc. Qu'est-ce qu'on pourrait se dire d'autre sur ça? On a déjà parlé de la luxation, on est bon. Donc après, au niveau acromioclaviculaire, eh ben, on a différents ligaments aussi qui vont venir la solidifier. Un ligament acromioclaviculaire, voilà, qui est entre l'acromion et la clavicule, en plus de la capsule. On a le ligament coracoclaviculaire, donc entre la coracoïde et la clavicule. La coracoïde, c'est ce bec-là. On peut le sentir... je vais faire de l'autre côté, parce que sinon j'ai touché mon micro. En fait, on le sent... comment je pourrais vous dire ça? En fait, c'est dans le sillon, là, qu'on a entre le pectoral et le deltoïde. Là, on a un sillon, là, dans le bras. Mais si vous allez toucher, vous allez juste en dessous de la clavicule, il y a une espèce une petite dépression, là, un trou. Mais si vous mettez votre doigt ici, vous allez sentir, il y a une pointe osseuse. Et bien, c'est ça, l'acromion.
Et quand vous levez l'épaule, comme ça, vous allez le sentir, ça va suivre. Voilà. Donc en fait, ça, c'est notre coracoïde. Et il y a un ligament qui va de la coracoïde, pardon, à la clavicule. Il est là. Donc dans cet espace-là, sous la clavicule et entre la clavicule et la coracoïde, vous avez un ligament qui est ici. Ça peut être un peu sensible des fois quand on vient titiller cet endroit, ça pique un peu. Il est en fait composé de deux. On a le ligament trapézoïde qui est en forme un peu plus de trapèze, d'où son nom, et on a le ligament conoïde qui est plutôt en forme de cône. Voilà, et ça forme le ligament coraco-claviculaire. Il y a deux faisceaux. On a aussi le ligament coraco-acromial. Là, c'est un peu particulier parce que celui-ci, il ne relie pas deux os différents. Il relie un même os à lui-même. C'est un peu particulier, puisqu'en soi, il n'y a pas d'articulation. Ici, c'est le même os entre l'acromion, pardon, et la coracoïde. Ça, c'est le même os. Hein. Voilà. Des fois, il y a des petites particularités, mais il vient là pour faire comme un auban aussi. Il est là. Donc, ligament conoïde et trapézoïde. Il va de la clavicule au processus coracoïde et il vient renforcer cette articulation. Voilà. Donc, il y a un renfort ici et il y a un renfort aussi, pardon, vous voyez rien de ce que je fais. Il y a un renfort ici et un renfort ici qui vient plaquer un peu plus fort la clavicule à l'omoplate. Voilou. Je vais juste me prendre un peu d'eau parce que je parle. Voilà. Ah, attendez. Hop, j'ouvre juste. Voilà. Ça. Tac. On est bon. Maintenant, on va passer à l'articulation gléno-humérale entre la glène et l'humérus, qui, elle, est une articulation donc toujours synoviale, mais multiaxiale, puisque c'est une énarthrose, une articulation sphéroïde. Hein, forme de sphère, là, entre l'humérus, je vais y arriver, et la glène. C'est une énarthrose multiaxiale, donc elle a sa capsule, puisque c'est une synoviale. Ça entoure l'articulation. Elle l'autorise flexion, extension, abduction, adduction, circonduction. Et elle est souvent luxée. Voilà, c'est un rappel de ce qu'on s'est dit tout à l'heure. SKZ agite son épaule pour faire coucou. Eh coucou. Ça va SK? Bienvenue dans le monde merveilleux de l'épaule. Du complexe de l'épaule, pour être très très exact. Comment ça va depuis hier soir? Donc, moi j'ai colorié ma capsule articulaire là. Là. En kaki aussi. Et d'ailleurs, petite particularité, l'épaule, enfin la gléno-humérale, on va être très précis, la gléno-humérale a un point de faiblesse. C'est pour ça qu'elle se luxe facilement. Le corps est merveilleux et magnifique, mais pas toujours pile poil parfait. Des fois, il y a des petites brèches. Les ligaments qu'on voit ici, donc il y a la capsule et des ligaments capsulaires aussi. En fait, ils sont en forme de Z. Là. Et qui dit Z dit qu'il y a des sortes de fenêtres encore de fragilité dans le Z. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait,
sur des mouvements, en général, on peut suxer l'épaule sur des mouvements de lancer de balle ou d'armée du bras. En fait, donc vous envoyez le bras en abduction, en rotation externe et donc en une sorte de rétropulsion. Et bien en fait, la tête de l'humérus, elle va venir pointer pile dans une fenêtre de faiblesse du Z. Et en fait, avec le mouvement de l'impulsion du mouvement de lancer, enfin voilà, le fait de charger et de délivrer une énergie de manière brutale, des fois ça peut suffire à luxer ou à subluxer l'articulation. Enfin, vous pouvez demander à des gens, il y en a plein qui vous le diront, qu'ils ont eu l'impression que l'épaule elle a fait clac clac un jour en lançant un ballon ou ce genre de choses. Voilà le pourquoi. C'est que dans ce mouvement-là, l'humérus va bouger, voilà, la tête va venir se mettre à un endroit précis quand on a ce combo de mouvements et elle vient pile en fait dans un des endroits de faiblesse, dans une fenêtre du Z. Voilà le pourquoi du comment. Plus souvent luxé. Et on rappelle aussi qu'on peut se luxer lors de chutes sur le moignon de l'épaule, l'articulation acromio-claviculaire, puisque avec l'impact de la chute, la clavicule va venir glisser comme ça et on se retrouve avec une luxation et un signe qu'on appelle la touche de piano. Donc en fait, comme c'est venu déchirer les ligaments et que la clavicule est sortie de sa zone, en fait, elle est là et elle balle. En fait, elle est toute ballante, quoi. Donc en fait, ça fait comme une touche de piano. Ça fait comme ça. Voilà. Si vous avez un jour ça, c'est aller aux urgences. Ça veut dire que vous êtes luxé l'acromioclaviculaire. Alors, est-ce qu'il y a ça va? Je vous laisse bosser. Tu retournes au fond de la classe. Près du radiateur. Les cancres, ils sont au fond de la classe, à côté du radiateur, c'est ça. Eh bien, merci, bon lurk. S'il y a des questions, des trucs, hein, surtout, faut pas hésiter. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Attendez, il faut que je fasse ça aussi. Désolée, je regarde si jamais j'ai pas un message. Désolée, vous allez voir ma grosse main passer là. Parce que, voilà, j'attends un message depuis voilà, un petit peu urgent. Des nouvelles de la famille. Ah oui, attendez, forcément, si je fais ça, c'est pas ouf. Non plus, désolée. Hein. Je fais défiler le truc. Ah d'accord, on dirait qu'il bug avec... Excusez-moi. Ok, non c'est bon, tout va bien. Voilà. Désolée pour ce petit moment interlude. Voilà. Et bien là c'est pareil, en plus de notre capsule, on va avoir... Hop là, je remonte un peu. On va avoir des ligaments. On a le coraco-huméral. Donc, comme son nom l'indique, il va de la coracoïde à l'humérus. Il va du processus coracoïde au tubercule majeur. Alors, au niveau de l'épaule, on a 2 tubercules. Voilà. Sur la tête de l'humérus, on a notre tubercule majeur qui est là. Ou teres major. Et ici, on a le tubercule mineur ou teres minor. Voilà. C'est l'insertion pour le tubercule majeur du supraépineux. Et pour le teres minor, donc le tubercule mineur, c'est le subscapulaire qui vient s'insérer dessus. On peut les sentir, là aussi, si vous touchez la tête de l'épaule. Vous avez un tubercule plutôt côté extérieur et un autre plutôt côté interne. Et entre les deux, vous avez la gouttière en profondeur, là. Là aussi, ça pique un peu. Ouch! Vous avez la gouttière en profondeur où passe le tendon du chef-long du biceps brachial. Notre coraco-huméral qui est là.
Ensuite, on a le gléno-huméral qui va du tubercule supraglénoïdal au tubercule mineur. Est-ce qu'on l'a celui-là? Je crois qu'on ne l'a pas. Du tubercule supraglénoïdal, il serait là au tubercule mineur. En fait, c'est, si vous voulez, eux, ils les ont inclus dans les ligaments capsulaires, en fait. Voilà. C'est fusionné, ça fait partie justement de ces ligaments en Z. Voilà. Celui qui va du tubercule supraglénoïdien au tubercule mineur. Voilà. C'est la portion transverse du Z. Voilà, vous en avez un là. Et ensuite, on a l'huméral transverse ou transverse de l'humérus. C'est lui qui vient enjamber la gouttière entre les deux tubercules, entre le majeur et le mineur. Il vient en pont, là, pour venir chapeauter et plaquer dans sa loge, dans sa gouttière, le biceps, enfin le chef long du biceps. Voilà, ça c'est l'huméral transverse. Il vient dans la gouttière, il va venir plaquer notre chef du biceps pour pas que dès qu'on contracte notre biceps, ben, ils viennent comme ça, le tendon qui vienne faire danser la java. Donc il est là pour venir solidifier, plaquer, rigidifier cette gouttière. Il maintient le tendon du chef long du biceps dans le sillon intertuberculaire. Donc entre les tubercules, on a notre sillon pour le chef long. Et ben, notre gléno-huméral ne serait rien sans son labrum qui vient augmenter la surface articulaire, comme un collier, comme un grand parapluie là, qui vient augmenter la surface de notre articulation. Hop, pour lui offrir plus de congruence. C'est comme ça qu'on dit. La congruence, c'est quand deux os sont bien congruents. Quand une articulation est bien congruente, c'est que vraiment, ça s'emboîte bien. Enfin, voilà, c'est congruent, quoi. Ça se passe bien. L'articulation, ça s'articulationne bien. C'est absolument pas français, mais vous m'avez suivi. On dit c'est congruent. Voilà. Donc elle est là. Notre partie de labrum autour de la glène. Ça, c'est la cavité glénoïdale, la glène, là, qu'on a en bleu ciel. Et on a tout autour notre labrum qui vient augmenter la surface. Donc moi, je l'ai colorié en bleu foncé. Les deux petits becs, là. Tout ça, là. Là, j'ai pas trop colorié pour pas trop surcharger. Voilà. Donc le labrum, il est à la marge de la cavité glénoïdale de la scapula. Donc il vient tout autour des berges, là, autour de la marge. Et c'est une formation fibrocartilagineuse. Donc c'est à la fois des fibres et à la fois du cartilage. Donc il faut à la fois que ce soit fibreux, donc rigide, et à la fois cartilagineux pour que ça glisse. Sinon, ce serait quand même compliqué d'avoir une mobilité aussi bonne sur cette épaule si c'était mal lubrifié. Et elle vient approfondir la cavité glénoïdale. Voilà, ça vient rendre le bol encore plus bol. On nous parle ensuite des bourses, parce que toutes ces couches qu'on a au niveau musculaire et au niveau ligamentaire, pour pas qu'il y ait de conflit, pour pas que ça vienne en friction les uns avec les autres, il y a des bourses, il y en a plusieurs. On a la bourse subacromiale. Donc déjà, sub, ça veut dire en dessous. Et acromial, c'est l'acromion. Donc on a, est-ce qu'ils l'ont montré ici? Voilà, bourse fusionnée avec la bourse subacromiale. Donc la subacromiale, elle est là. C'est celle du fond. Et elle est fusionnée avec la sous-deltoïdienne ou la subdeltoïdienne. On peut dire les deux. Sub ou sous, c'est pareil. On peut dire sous-acromiale ou subacromiale. On peut dire sous-deltoïdienne ou subdeltoïdienne. C'est pareil. Donc, notre subacromiale, elle vient protéger l'acromion et le suprascapulaire de venir en friction l'un avec l'autre. Parce que là, on le voit mieux ici,
Notre supra-épineux, il vient donc d'au-dessus de l'épine de la scapula. Il traverse sous notre acromion, sous notre clavicule. Donc là, on voit que le passage est quand même vachement étroit. Donc là, on a notre bourse, notre coussin qui va être là pour faire tampon, pour éviter que le muscle vienne se friter, là, vienne directement se frictionner à l'os, parce que ça pourrait le limer. Et d'ailleurs, c'est ça qu'il peut y avoir comme problème au niveau de la coiffe des rotateurs. Quand on dit aux gens qu'ils ont un acromion agressif, acromion type 1, 2, voilà, c'est que cet acromion-là, il vient être de plus en plus crochu. Donc en fait, l'espace est encore plus amoindri que déjà qu'il n'est pas grand. Donc il vient de plus en plus être conflictuel avec ce muscle-là. Et des fois, ça aboutit carrément avec des sursollicitations. Il y a des facteurs qui aggravent comme le métier, certains sports, des prédispositions, voilà, etc., des chutes, j'en passe et des meilleurs. Ça va venir à la fin soit effilocher, soit faire une rupture, voilà, du supraépineux. Donc là, c'est chirurgie pour venir rabouter notre supraépineux au tubercule majeur ou TRS major. Donc on a notre bourse là, et fusionnée avec la bourse sous-deltoïdienne, qui elle est entre le muscle deltoïde et la capsule et la tête de l'humérus. Voilà, elle va venir ici, elle va venir protéger notre tête et la capsule là de friction avec le deltoïde. Le deltoïde, c'est le muscle en forme de delta, d'où son nom deltoïde, qui vient faire le galbe de l'épaule. Ça, c'est le deltoïde. Il se termine là sur le V, là, l'espèce de V deltoïdien, là, ce tubercule là qui pique aussi là. Quand on vient le toucher là, il y a une toute petite pointe osseuse qu'on peut sentir au bout du deltoïde. Voilà. Et bien, juste en dessous du deltoïde, vous avez un coussin. La bourse sous-deltoïdienne, vous avez un coussin qui vient protéger votre deltoïde de se frictionner directement avec la tête de l'humérus. Voilà. Donc sachez qu'en dessous, quand vous touchez l'épaule, en dessous, vous avez un petit coussin moelleux qui est bien caché et qui est là, qui vient faire du rolly rolla, du hula hula pour venir suivre tous ces mouvements et amortir le conflit qui pourrait y avoir et les frictions qu'il pourrait y avoir entre ces deux structures. Et on a une bourse subscapulaire, donc sous la scapula, qui elle vient protéger le tendon de notre subscapulaire, cette fois avec le col de la scapula. Ben oui, on l'a dit, ce muscle-là, il part de la face avant de l'omoplate, il vient traverser pour arriver jusque devant l'épaule. Et là, pareil, il pourrait, comme les autres, venir se frictionner, venir être en conflit avec une partie osseuse et capsulaire qu'on a ici. Donc, moi, je l'ai rajouté parce qu'elle n'y était pas. En bleu, ici, vous avez la bourse subscapulaire, qui est pour le muscle subscapulaire et qui est donc sous la scapula. Est-ce que il y a un endroit où on le verrait un peu plus? Je regarde, c'est pas... Comme il y a souvent des structures devant, on la voit pas. Je vais essayer de chercher dans le lexique. Est-ce qu'on a déjà bourse subdeltoïdienne? Non, on l'aura pas. Ah si, subscapulaire, pardon. 423. Ah, bah oui, ils ont fait comme... Bah oui, je me suis inspirée forcément. J'ai pas inventé le tiède. Hop. Là, vous le verrez peut-être pas très bien, mais ils ont mis en pointillé noir, là, l'emplacement de cette bourse. Voilà, pour pas cacher en fait toute la structure, cette articulation, en fait, ils ont mis en pointillé l'emplacement de cette bourse.
Voilà. Et là, on voit bien notre deltoïde hein, qui fait le galbe de l'épaule. On le verra plus en myologie. Eh bien, on est prêt pour notre petit coloriage. On va nous proposer de colorier les différents tendons qui gravitent autour de cette épaule et la capsule. Donc, on peut commencer avec notre capsule qu'on va refaire en kaki, qui est en 4, les ligaments capsulaires de l'épaule. Donc, ils sont là. On le rappelle en forme de Z. Voilà. D'ailleurs, on a un petit surplus là de capsules. On a un petit bourrelet ici. Là. Là, il faut être très précis hein, parce que le 4, il ne faut pas se tromper de ligne. Là, notre 4, c'est notre capsule. Et là, on la voit. Là, on voit bien notre bourrelet, là, notre surplus. Ben, à quoi ça sert? Comme l'épaule est très très mobile, il faut que la capsule elle suive derrière. Donc, quand vous allez élever comme ça votre humérus, hop, vous allez lever votre bras, vous faites une abduction, et bien, lui, il va monter quand même jusqu'en haut. Donc, si vous n'avez pas un peu de mou sur la capsule, bah, au bout d'un moment, vous allez être bloqué par les fibres. Donc, il faut quand même du rab pour que la capsule suive jusqu'au moment où l'humérus, il est à 90 degrés, enfin bref, qu'il est perpendiculaire au sol, quoi. Donc, voilà le pourquoi du comment. Il y a un excédent, là, qui n'est pas un excédent, hein, il est tout à fait nécessaire. Mais voilà pourquoi, là, vous avez ce bourrelet qui est en attente pour les moments où l'épaule va aller en amplitude extrême pour pouvoir suivre l'humérus. Sans le brider, bien évidemment. Voilà. Et là aussi, en 4... Pardon, excuse-moi, je me gratte. Là, en 4, vous avez aussi... Là, ils sont là, nos 3 ligaments en Z. Là. Tigresse, toi, ils ne sont pas notifiés sur ton... J'ai rajouté la légende, hein. Mais là, les espèces de langues, le truc qui ressemble à... au bonbon langue rose, là, qu'il y a de chez Lutti. Voilà, moi, je les ai donc fait en vert. Ces 3 portions-là, là, c'est pas des muscles. C'est les ligaments. Ça. Et là, c'est la même chose. Du coup, il les montre bien là sur le livre. C'est comme ça que j'ai pu bien les repérer. Il y en a un là, le gléno-huméral inférieur, le gléno-huméral moyen qui est ici. Et là, la première couche, là, on a du ligament gléno-huméral supérieur. Nos ligaments en forme de Z qui peuvent précipiter, à cause de leur petite fenêtre de faiblesse, la luxation de l'épaule. Voilà. On peut se recolorier aussi les coraco-acromiales, coraco-humérales. C'est comme tu le sens, là, ils sont un peu partout. Et là, je me suis permis aussi en 4, du coup, de recolorier en dessous, là. Si jamais tu veux le faire, tigresse. On a notre bourrelet, là, notre excédent de capsule, qui n'est pas excédentaire, hein. Notre petit rab, qui est là, en 4. On le voit dépasser sous le subscapulaire. T'es toujours là, tigresse, d'ailleurs? Oui, t'inquiète, je t'écoute. Non, il n'y a pas de souci. Je me suis dit, il ne faudrait pas que tu aies un bug et que depuis tout à l'heure, tu me dis un truc et que là, je ne m'en rends pas compte. Que tu parles dans le vide, ma pauvre. Voilà. C'est vrai que là, l'épaule, il y a plein de choses à bien délimiter. Donc, c'est pas une planche facile à faire quand on est tout seul, hein.
Hop. Ensuite, on va se faire le 3. Je ne fais pas trop dans l'ordre, mais c'est pas grave. On a notre biceps que j'ai fait en rouge, notre biceps brachial. J'ai fait, non pas en rouge comme ça, je l'ai fait en rouge comme ça. Voilà. Biceps brachial. Cheflon, ben, il est là, dans sa gouttière intertuberculaire, donc entre les deux tubercules, le majeur, le mineur. Ben, il est là. Et lui aussi, il a une sorte de gaine, comme il y a au niveau de la main, comme on a vu lundi. Là, il y a une espèce de gaine que j'ai coloriée en bleu foncé, que vous pouvez faire en bleu foncé aussi si vous voulez, qui vient là aussi protéger le tendon puisqu'il passe dans une gouttière osseuse. Donc cette bourse vient manchonner, vient encercler le tendon pour qu'il n'y ait pas de friction, pareil, entre l'os et le tendon quand il passe dans la gouttière, dans le défilé. Là. Parce que pareil, à force, ça pourrait le limer et précipiter sa rupture. Voilà, le 3. Donc le 3, on le retrouve sur les 2 premières planches, mais aussi sur l'articulation ouverte, puisqu'on a dit qu'il était intimement lié à la membrane synoviale. Et d'ailleurs, son manchon est une extension de la gaine synoviale. Enfin, de la membrane synoviale, pardon, qui devient donc gaine autour du tendon. Cette membrane devient gaine pour le cheflon du biceps brachial. Voilà, et biceps, on rappelle, on le reverra en myologie aussi, c'est un muscle qui a 2 chefs, d'où biceps, 2 chefs. Brachial, parce qu'on a aussi un biceps dans la cuisse, le biceps fémoral, qui est un des ischio-jambiers. Donc là, on a notre biceps brachial, c'est son nom complet. Faut pas dire, enfin, en vrai, stricto sensus, on ne peut pas dire que biceps, puisqu'il y en a 2, on ne sait pas duquel on parle. Donc là, le biceps brachial, c'est celui qu'il y a dans le bras. Il a 2 chefs, un long, un court. Sa fonction, c'est de faire une flexion du coude, une flexion de l'avant-bras sur le bras, et aussi une supination. Il vient retourner l'avant-bras en supination. D'ailleurs, on le voit là, vous voyez, déjà, ça le contracte de faire ça. Et il vient faire une flexion de l'avant-bras sur le bras. Voilà ce que je peux vous dire sur notre ami biceps. Je regarde, on s'est montré les petites planches déjà. Non, c'est tout pour le biceps. Faut pas en dire trop, faut s'en garder pour la myologie quand même. Et après, il va nous rester qui? Mais c'était qui? C'était la coiffe des rotateurs. Mais bien sûr. Mais comment vous aviez pas deviné ça? C'est inadmissible. Alors, on a l'infraépineux, le supraépineux, le subscapulaire et le petit rond que j'avais fait donc en orange, en rouge, en rose. Enfin bref, j'ai pris plein de couleurs. Alors, on commence avec le 1, notre supraépineux, qui est sûrement le plus connu, le plus célèbre des muscles de la coiffe. Tac. Ah, attendez. Je sais pas si vous avez dû entendre, j'attendais un message depuis tout à l'heure. Voilà, je l'ai. Et voilà, autant pour moi. Excusez-moi. Donc, le supraépineux, c'est sûrement le plus célèbre des muscles de la coiffe. Il est en 1. Bonjour. Alors, bonjour Shinkara. J'ai toujours peur d'écorcher, désolée. Bonjour, bienvenue. Bienvenue au cabinet. Ici, on est en train de parler de l'articulation de l'épaule ce midi. Donc, installe-toi. Et s'il y a des questions,
faut pas hésiter surtout. Bienvenue à tous les curieux, aucune question n'est bête, donc faut pas hésiter. Notre supraépineux, on l'a dit tout à l'heure, on va le revoir. Voilà, ici. Il est là. Bah d'accord, si je vous le mets pas bien en face. Il est là, au-dessus de l'omoplate. Il vient traverser pour venir sur le tubercule majeur. Il est donc là, coupé en 1. Voilà. Moi, je l'ai colorié en orange. Bon, comment ça va, Shinkara, aujourd'hui? Toc. Notre supraépineux, il est là aussi. Hein, en 1. Voilà, il est là. Ensuite, il est aussi là. Ben oui, c'est celui qui est au-dessus de la tête. Donc, il va être ici, au-dessus. Et il est aussi là, on le voit, qui vient chapeauter la tête avec sa bourse. Voilà, la bourse subacromiale. Il est là, notre supraépineux. Est-ce que je fonctionne avec du pomodoro? Alors non, sur mes streams, pas du tout. Et même pendant mes études, d'ailleurs, je ne connaissais pas spécialement, puis je ne m'étais pas trop intéressée à ça. Non, je ne fonctionne pas avec du pomodoro. Là, je reprends simplement des planches via le livre, via le Netter à colorier. Donc, je reprends les planches avec les légendes, les explications, etc. Et je les colorie au fur et à mesure. Je ne suis pas dans une démarche de... Même si ça me fait bien réviser, il ne faut pas croire. Je ne suis pas dans une démarche d'apprentissage, en fait. Je partage, on va dire, mes connaissances et ma passion pour le corps humain. Donc, je ne suis pas vraiment en train d'apprendre moi-même. Donc, en fait, je ne suis pas dans une démarche comme ça qui pourrait m'amener à utiliser la méthode Pomodoro. Voilà. Et toi, tu l'utilises, du coup ? Hop. Voilà. Là, on voit bien que notre supra-épineux, avec sa forme, quand il va se contracter, quand il va venir se raccourcir, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir, hop, ça va faire ce mouvement-là, vous voyez? Ça va raccourcir ici. Donc, notre humérus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter. C'est un abducteur de l'épaule. Tu cherches à utiliser la méthode Pomodoro? C'est ça? Je ne sais pas si j'ai bien compris, hein. Excuse-moi. Mais ouais, moi je l'utilise pas. Enfin, je sais que c'est fractionné, voilà, faire une période d'apprentissage, une période de repos, une période d'apprentissage. Mais j'avoue que je me suis pas plus renseignée que ça à ce sujet, en tout cas. Voilà. Là, on est bon. Et donc, ce supraépineux, bah, c'est celui qui est souvent le plus atteint dans les muscles de la coiffe. Voilà, voilà. Donc, ensuite, on va avoir notre 2, qui est le subscapulaire. Il est là, en 2. On le rappelle, il est à la face avant de l'omoplate. Hein, on va le voir ici, qu'il est à la face avant de l'omoplate. Il va cheminer dans l'articule, enfin voilà, il va traverser tout cet espace-là articulaire et il va venir à l'avant de l'épaule. Et on n'oublie pas qu'il a sa bourse qui vient lui aussi le protéger des frictions avec la tête et la capsule. Voilà, donc il est là. Moi, je l'ai fait en rouge par convention, pardon. Les muscles, c'est des tons rouge, orangé, violet, voilà, c'est des tons chauds.
tu reviendras peut-être, c'est un sujet qui m'intéresse. Ah bah écoute, avec plaisir. Oui, à une prochaine fois, avec grand plaisir, Shinkara. Désolée de ne pas avoir pu te renseigner davantage, mais ce sera un plaisir. Repasse quand tu veux. Souvent, il y a des lives anatomie le lundi matin et ou le jeudi matin. Voilà, donc n'hésite pas à mettre un follow, activer la cloche si tu veux me retrouver, mais ce sera un grand, grand plaisir. Merci d'être passé, bonne journée. Hop, le 2, eh bien, on le retrouve là, notre subscapulaire, puisqu'il vient ici. Merci pour le follow, à très vite. À très vite, Shinkara. Hop. Donc, on rappelle la bourse qui est dessous, hein, elle serait là, elle est cachée par le tendon lui-même, puisqu'il est entre le tendon et la capsule. Voilà, on a notre bourse. Et le 2, dans la vue, il est là, à notre coupe. Il est à la face avant. Voilà. Ici. Et on voit, là aussi, le pourtour, là, de notre bourse. Là, il y a écrit bourse subscapulaire. Donc ici, on l'a découpé, évidemment. Donc on l'a en coupe, en vue de coupe. La bourse qui vient protéger, là on se rend compte qu'elle est entre le vert et le rouge. Elle vient protéger le tendon de friction. Voilà. Et c'est tout ce qu'on peut se dire sur le subscapulaire. Ah ben non, mais sa fonction. On voit là aussi, il part de l'omoplate et il va jusqu'à l'humérus. Et quand il se raccourcit, il va induire une rotation interne. Ça va faire venir tourner l'humérus comme s'il se rapprochait. Il va venir se rapprocher de l'omoplate. Voilà. Donc il va faire une rotation interne. Voilà. Et on a... Il m'en manque un. Ben le 4. Non, 4 c'est la capsule. Il manque le 5. Ah, il nous en manque 2. Je suis bête. Il y a encore infraépineux et petit rond. Donc il nous en manque encore 2. L'infraépineux qui est en 5. 5, 5, 5. Vu qu'il est la face postérieure, on le voit que ici, du coup. Il est là. Notre infraépineux. Voilà. Et lui, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est aussi rotateur interne. Alors, attendez. Notre infraépineux. Le supra, l'infra. Attendez, ça y est. Je l'avais tout à l'heure. Oui, il est à la face arrière, lui. Sinon, si je le cherche à la face avant, ça risque pas. Non, il est rotateur externe. N'importe quoi. Il va de l'omoplate à l'arrière de l'humérus. Donc, en se contractant, il va faire, lui, à l'inverse, tourner l'épaule. Il va faire une rotation externe à l'humérus. Il va se rapprocher de l'omoplate, entre guillemets. Ça va surtout induire une rotation de l'humérus en direction de l'omoplate. Donc, une rotation externe. Ça, c'est notre infraépineux. Et c'est cette fois notre petit rond qui, lui, revient normalement. Je l'avais tout à l'heure. Là, c'est le grand rond. Donc, si je confonds. Voilà. Le petit rond, il est juste en dessous. Donc, lui, c'est pareil. Et si je cherche des trucs à la face antérieure qui sont derrière, le petit rond, lui qui est en 6. Ma couleur, si je ne l'ai pas sorti, voilà. Notre 6, notre petit rond, qui est le 4e muscle de la coiffe, lui aussi, il est derrière. Donc, ce sera aussi un rotateur externe du bras. On reverra tout ça plus précisément quand on fera la myologie. Voilà. On est bon.
Non, on peut aussi colorier là en bleu. On a notre bourse sous-acromiale qui est là-haut. Ah, je vous ai perdu en cam, je crois. Je crois que... Attendez. Ah, bah d'accord. Attendez, je rebidouille un petit truc là, parce qu'en fait... Est-ce qu'on va retrouver la liaison? J'ai perdu ma liaison entre mon smartphone et Droid Cam. Alors attendez. Là, excusez-moi, ça va sûrement faire du bruit. Bon, est-ce que... Ah, j'ai l'impression qu'on n'est pas si mal. Ah, ça y est, autant pour moi. Tu vois, il n'y a pas que toi, Tigresse, qui a des bugs. Hein. Ouais, bah, t'en as quand même moins que moi. Oh, ça y est, je sens que... Ça y est, t'es chafouiné, là. Ça y est, t'es chafouine. Ça t'a pourri ta... T'as pourri ta journée. Merde. Ah, ça m'a pourri ma journée. Oh, non, bichette. C'est pas grave, hein, on s'en sort quand même. Ce sera mieux la prochaine fois. Hein. Mais je comprends que c'est un peu vexant quand on se fait une joie de faire un truc et que ça marche pas. Ben après, on est un peu vexé, quoi. Mais ça marchera mieux la prochaine fois, il n'y a pas de souci. Et tu veux savoir? On a encore tout ça pour se rattraper. Hein. Mais si. Je pense que si Oui, là, il n'y en bah, a je pas sais une seule bien, fois où mais- ça marche, c'est que vraiment on est mauvaise. Pas de panique. Eh bien, il nous reste notre petite note clinique, comme d'habitude. La note clinique, qu'est-ce qu'elle nous raconte? Les mouvements de l'épaule, comme pour toute articulation, peuvent entraîner une inflammation des tendons. Ben oui, là, vous voyez bien que ça passe dans des trous de souris, hein, des fois. C'est au millimètre. Hein. Donc, il peut y avoir des échauffements, il peut y avoir des frictions, il peut y avoir des tendinites à la longue qui viennent s'installer par inflammation chronique ou aiguë. Le fait de faire quelque chose intensément sur une courte période, ben voilà, ça va créer une inflammation plutôt aiguë. Et le fait d'avoir un métier répétitif ou une action répétée, là, ça va commencer à faire des choses un peu chroniques, comme ça, à bas bruit dans la durée. Donc, ça va enflammer les tendons, les bourses qui viennent protéger l'articulation, les muscles et les tendons. Au niveau de l'épaule, le tendon du supraépineux est particulièrement vulnérable. Hein, on l'a dit tout à l'heure, vous voyez bien la place qu'il a, c'est quand même relativement restreint. Il peut être traumatisé dans l'espace étroit entre le tubercule majeur, l'acromion et le ligament coraco-acromial. Lui, vraiment, il vient se faufiler dans un espèce de trou de souris. Là. Donc, c'est le plus vulnérable de tous. Et on rappelle que 95% des luxations de l'épaule sont antérieures. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'épaule va venir sortir vers l'avant. Ça arrive très souvent sur des mouvements de lancer. Donc, au moment où vous armez le bras et que vous faites votre action de lancer, et bien là, l'énergie va faire sortir l'épaule de sa loge. Ça peut arriver. Bon, pas à chaque fois, je vous rassure. Des fois, il y a juste des subluxations. Ça fait clouc-clouc. Ça sort et ça revient. Quand ça arrive ça une fois, deux fois, trois fois, méfiez-vous parce que ça veut déjà dire qu'à force, il y a un petit jeu qui commence à se faire. Donc, n'attendez pas d'être rendu au moment où ça va réellement sortir et pas re-rentrer. Soyez hyper vigilants à ces petits symptômes d'instabilité chronique. Donc, lors d'un mouvement de lancer où les contraintes s'exercent sur la partie antérieure de la capsule et tous les éléments antérieurs, notamment le subscapulaire. Ben oui, lui qui est là juste devant, c'est pareil, il ne va pas résister à la pression qui va s'exercer sur lui. Et la tête va sortir de sa loge. Voilà, l'épaule va venir sortir de la glène. Voilà ce qu'on a sur l'épaule de manière, on va dire, le plus commun. Ce que vous allez voir et ce qui est intéressant pour vous de savoir. Voilà. Eh bien, nous avons fait un petit tour et on va se boucler ça comme on fait habituellement avec une radio. On va voir à quoi ça ressemble, une radio de l'épaule. Hop. On a notre clavicule.
ça, ce petit bec-là, c'est la coracoïde, celui qu'on sent là. La coracoïde dans notre sillon delto-pectoral. Là, le petit bec. Ça, c'est la coracoïde. On a l'ombre de notre acromion qui est là. On voit l'épine de la scapula. Notre glène qui est là. Notre tête de l'humérus qui est bien sphérique là. Vous voyez la différence de taille entre la glène et la taille de la tête de l'humérus. C'est quand même, c'est pas anodin, hein. D'où l'intérêt qu'il y ait un labrum qui vienne augmenter la surface, la congruence. On voit notre scapula, là. Quelques côtes, on voit l'ombre là des côtes, notre grille thoracique. Notre teres major, notre tubercule majeur, le teres minor qui est là avec la gouttière où vient passer le chef-long du biceps. Et là, on a notre fût, on dit fût pour les os longs. Donc, on a toute la partie du milieu du bras, donc notre fût huméral, là, notre diaphyse de l'humérus. Et là, on a l'épiphyse proximale, celle qui est proche de la racine du membre. On ne voit pas forcément la partie distale qui, elle, est au coude. Voilà. On a notre col, ce qu'on appelle le col de l'humérus. Voilà. Bonjour, merci pour le follow. Bienvenue, Vimy. Bienvenue, bienvenue. Donc là, on a notre col de l'humérus. Voilà, notre tête, etc. Donc voilà. Et puis, ce que je peux vous raconter aussi, en plus de ça... Alors, attendez, je réfléchis un petit peu. Qu'est-ce que j'ai d'intéressant à vous dire? Ah, ça, c'est intéressant. On le verra quand on verra un peu plus la neurologie, la myologie, tout ça, tout ça. Là, vous avez une clavicule qui est coupée. Là, c'est le cou, avec le trapèze. Là, vous reconnaissez le galbe de l'épaule, le deltoïde. Là, on a notre fût huméral qui a été coupé. Donc, on a pris quelqu'un qui est comme ça. On lui a coupé le bras. Et on lui a enlevé le pectoral. On lui a enlevé les pecs, là. On lui a enlevé un morceau de clavicule. En fait, pour découvrir toute la partie antérieure, là. Là où passe notre plexus brachial, tout ce plexus cervical, là, qui sort des cervicales. On le voit, là, ça sort de nos vertèbres cervicales. Et ça vient faire tout un réseau qui vont venir se rabouter les uns avec les autres, faire tout un maillage. Et ensuite, pour se rediviser en nerfs médians, en nerfs ulnaires, nerfs radial, nerfs axillaires, nerfs musculo-cutanés. Enfin, voilà. Donc, en fait, au niveau cervical et dans le cou et dans l'aisselle, on ne s'en rend pas compte. Mais en fait, il y a tout un maillage neurologique qui chemine tout le long de notre cou, dans notre aisselle. D'ailleurs, dans notre aisselle, on peut sentir aussi l'artère ou le long, là. En fait, dans la gouttière entre le triceps et le biceps, vous allez sentir aussi, si vous mettez vos doigts ici, vous allez sentir votre pouls, puisque l'artère passe ici. Oh, salut Joe. Je savais pas que c'était toi. Bienvenue, ça fait trop plaisir de t'avoir. Bienvenue dans mon cabinet, on est en plein cours d'anat. Enfin, on est sur la fin. Sur l'épaule, voilà. Ben, merci beaucoup d'être passé, ça me fait trop chaud au cœur de t'avoir en live. Merci beaucoup, installe-toi confortablement. Et puis, je te fais des bisous. Je sais pas quand est-ce que je retournerai sur WoW. Là, c'est une catastrophe. Je suis à fond dans Palia en ce moment, là, je sais pas. Voilà, mais j'espère te recroiser très très vite. Tu vas te renommer, ouais, c'est clair. Ouais, des bisous. Non, je m'en fais pas. Mais des fois, ça me manque un peu quand même. Faut dire ce qui est World of Warcraft, là. Ça me manque. Voilà. Eh bien, écoute, installe-toi. Confortable. Si tu as des questions, des trucs, t'hésites pas, je suis là pour ça. Là, on était en train de se faire le plexus brachial, toute une histoire. Le nouveau page, arrête. Il remue le couteau. Vilain que tu es.
Il remue le couteau dans la plaie. J'ai envie de mourir. Voilà. Et ben, nouveau patch. En vrai, je suis tellement en retard. J'ai même pas fini la campagne. J'ai même pas fini la campagne, quoi. C'est honteux. C'est honteux. Tu vas écouter car c'est intéressant. Oh bah écoute, avec plaisir. Installe-toi. Donc, plexus brachial. Voilà, c'est tout un maillage qui sort des cervicales, qui se divise, qui se redivise, qui se raboute, pour enfin terminer au nerf qu'on connaît, qu'on entend souvent parler, le nerf médian, hein, le canal carpien. Lui, il va jusque dans la paume de la main. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. On a notre nerf ulnaire, notre nerf cubital, celui qu'on se claque quand on se cogne le coude, là. Celui qui nous envoie des coups de jus, là, dans les 2 derniers doigts. Voilà. Notre musculo-cutané, celui-là, il transperce le coracobrachial. Voilà, donc c'est un nerf qui va s'arrêter, surtout au niveau du bras. Notre nerf radial pour le dos de la main, essentiellement, les 3 premiers doigts. Voilà. Et tout ça, ça fait son petit chemin, sans qu'on s'en rende compte, dans tout notre cou, notre aisselle, pour tous rediviser, après tous redispatcher, c'est pas facile à dire, dans le bras. Et innerver notre bras. Voilà. Et on a, comme on disait, toute la partie, le paquet, hein, c'est ce que je vous disais la dernière fois. On parle souvent de paquet vasculo-nerveux parce que artère, nerf, veine cheminent souvent ensemble. Là, on a notre artère brachiale accompagnée de son paquet vasculo-nerveux. Donc, vous pouvez sentir votre pouls. Oula, ça y est, je suis tout tremblée. Dans la partie interne, entre votre biceps et votre triceps, si vous plaquez le long de l'os, le long de l'humérus, vous allez sentir votre pouls à l'intérieur du bras. Voilà, voilà. Ça, c'est intéressant à se dire. Au niveau de l'épaule. Voilà, ben là, on revoit hein, toute notre artère qui chemine entre biceps et triceps, accompagné des différents nerfs. Voilà, ça vient cheminer. C'est clair, mon pauvre, là, je suis sur la fin, j'ai tout fait, mon pauvre. Mais c'est pas grave, t'auras la rediff. Comment ça va? T'as passé tes examens, du coup? Enfin, bonjour, je sais même pas si j'ai dit bonjour, Skolgan, désolée. T'as pu passer tes examens ou quoi? Non, après, on va passer sur du coude et on n'aura plus notre épaule. Non. Voilà. Comment ça va aujourd'hui? Du coup, vous avez pu trouver l'ordi pour madame? Ouais, mon pauvre, t'es tellement en retard. Non, mais c'est moi qui ai les boules. En plus, j'avais dit que je le ferais pour toi. La base. Bon, t'auras la rediff. Ah, tu veux sûrement dire... Alors, attends. Je sais pas si c'est une faute de frappe ou quoi, mais je pense que tu voulais dire une bursite. À mon avis, ça doit être un B. Ils t'ont dit laquelle c'était, bursite? Il y a un ligament qui est... Un ligament ou un tendon? Ils t'ont parlé du supraépineux ou pas? Ou de la coiffe? Non, mais ça, par contre, alors c'est pas ta faute du tout, hein, mais c'est un truc enfin, que je vois souvent. Les pauvres patients, soit on prend pas le temps d'expliquer, ou, enfin bon, bref, il n'y a pas toujours le temps. Donc, des fois, ils comprennent un peu à côté, ils confondent les ligaments et les tendons. Les mots, ils me disent des trucs qui fourchent. Enfin, en vrai, c'est pas toujours simple. La transmission de l'info, il y a des moments où ça se paume. Donc après, les gens, ils comprennent pas toujours ce qu'ils ont, pour X raisons. Hein. Donc, non, au contraire, je suis là pour t'aider. Mais à mon avis, je veux pas trop m'engager, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Si au moins je peux être utile, ce sera à vérifier. Tu verras si c'est le supraépineux ou pas qu'on t'a dit. Mais il y a des chances que
En fait, dans l'épaule, il y a des os, des ligaments. Un ligament, ça va d'un os à un autre os. Le tendon, c'est ce qui termine un muscle. Donc en général, ça va d'un muscle à un os. Dans l'épaule, il y a plusieurs os. L'omoplate, la clavicule, l'humérus. Et notamment au niveau de la scapula, donc de l'omoplate, il y a cette chose qu'on appelle l'acromion. C'est ça qui fait le galbe, qui vient faire le galbe de l'épaule. Et juste en dessous, là tu vois, il y a une bourse séreuse. C'est un coussin, le lubrificateur. C'est un coussin qui est là pour venir faire en sorte que tout le monde s'articule bien avec son voisin, qu'il n'y ait pas de friction entre l'os, la capsule, le tendon. Enfin voilà, ça vient mettre de la lubrification entre toutes les couches. Tu vois, os, tendon, os, capsule. C'est un millefeuille en fait, l'épaule, de tendons qui se croisent, qui s'entrecroisent, de l'arrière, de l'avant. Tu vois, il y a toute une histoire de tendons au niveau de la coiffe. Même au niveau du deltoïde, là pareil, le muscle qui fait le galbe de l'épaule, qui est là en forme de delta. Et ces bourses, qu'on appelle bourses séreuses, peuvent parfois s'inflammer par sollicitation, mauvaise posture, sursollicitation en fonction du métier qu'on a, du sport qu'on pratique. Elles vont venir s'inflammer, ça va surchauffer dans la machine. Donc toi, ils t'ont dit que tu avais une bursite. Donc tu as, en fait, ces structures-là peuvent venir s'inflammer. Donc IT, quand on dit quelque chose IT, c'est inflammation. Oui, bisous tigresse. Va passer des coups de fil. Merci beaucoup. Une fois de plus, un merci pour ta présence et c'est un plaisir, toujours, de reprendre ça tranquille pour toi, avec toi. Plein de bisous. Je sais pas à quand, mais des bisous en tout cas. Donc, la bursite, c'est l'inflammation de ces structures-là, les bourses séreuses. Et toi, il y a des chances que ce soit celle-ci qui se soit inflammée, parce que c'est le plus commun. Après, c'est à vérifier. C'est le plus commun. C'est celle-là. C'est la bourse sous-acromiale. Celle qui est sous l'acromion. Voilà. Celle-là. Et qui est fusionnée avec la sous-deltoïdienne. Donc en fait, la sous-acromiale et la sous-deltoïdienne, c'est un peu la même. Voilà. Et tu vois là, il y a un passage qui est extrêmement étroit entre notre acromion et la tête de notre humérus. En fait, le passage qu'on a ici, il est vraiment extrêmement restreint. Et on a le passage du supraépineux. Le supraépineux, c'est le muscle qu'on a... Hop. Ouais, c'est ultra complexe. Mais l'épaule, c'est complexe. Déjà, rien que l'épaule, il faudrait dire le complexe de l'épaule. Parce que l'épaule, ce n'est pas une articulation, c'est plusieurs. C'est l'articulation acromioclaviculaire, qui est là, et la gléno-humérale, ou la scapulo-humérale, entre l'omoplate et l'humérus. Celle-là, en fait, il y en a deux articulations. Il y en a là, une là, une là. Donc déjà, il y en a deux. Donc c'est un peu un non-sens de dire l'articulation de l'épaule. Anatomiquement parlant, c'est un peu un non-sens. Et après, il y a des fausses articulations. Enfin, je vais trop vite. Il y a une autre vraie articulation au niveau de l'épaule, et j'en ai pas parlé dans ce stream, et tu fais bien de venir parce que c'est une grosse erreur. Un gros oubli. La vraie articulation qui raboute, comment je pourrais dire ça, l'épaule à l'axe du corps, au tronc, c'est celle-là. C'est la sternoclaviculaire qu'on a vu quand on a fait le thorax. La seule vraie articulation, parce qu'en fait quand on bouge le bras, ça vient mobiliser la clavicule jusqu'au niveau sternoclaviculaire. Et cette articulation-là, c'est comme une entretoise. En fait, ça vient, la clavicule vient poser comme ça. Elle vient poser le membre supérieur sur le tronc. Donc, il y a trois vraies articulations dans l'épaule. La seule vraie qui raboute l'épaule au corps, c'est celle-là, la sternoclaviculaire.
Ensuite, on a ici l'acromio-claviculaire. Je commence à être en fin de stream, hein, désolé. Et ensuite, on a entre l'omoplate et l'humérus, la gléno-humérale. Et ensuite, on a des fausses articulations qui sont justement tous les plans de glissement entre, par exemple, l'omoplate et le grille thoracique. L'omoplate vient naviguer comme ça sur le thorax. Quand on bouge les bras, vous imaginez bien que derrière les omoplates, elles suivent. Donc ça, c'est une fausse articulation. Mais au niveau biomécanique, elle existe bel et bien. Et on a toutes les articulations, voilà, entre les bourses, les muscles, et tout ça, c'est des plans de glissement. Donc ça s'articule, pas dans le sens auquel on l'entend, un os avec un os, mais ça vient s'articuler au sens biomécanique. Parce que si c'était pas là, et tu l'expérimentes toi-même, quand ça dysfonctionne, ça crée des problèmes. Donc voilà, tout ça fait qu'on dit qu'il faudrait dire le complexe de l'épaule. Et toi, il y a des chances que le tendon qui soit en souffrance, c'est le supraépineux qui est ici. Donc j'avais commencé à essayer de retrouver, voilà. Au niveau de l'omoplate, il y a l'épine qu'on sent quand on se palpe l'omoplate. Il y a on le sent là, il y a une épine ici, osseuse. On le sent quand on se touche l'omoplate. Juste au-dessus, on a le supraépineux qui vient s'abouter sur le tubercule majeur de la tête de l'humérus. Et lui, on voit bien, il est là. Il se fait un chemin dans un petit trou de souris pour venir à l'avant de l'humérus. Enfin, à l'avant, surtout au-dessus. C'est lui qui permet de faire l'élévation, enfin l'abduction du bras. Donc il y a des chances en fait que ce soit lui qui soit gêné, on le voit là dans son passage de petit trou de souris, et c'est lui aussi qui a sa bourse en fait qui est là en dessous aussi. Elle n'est pas représentée, mais elle est bien là. Donc je veux pas m'engager, je n'ai pas lu tes comptes rendus, hein, mais dans 80% des cas, voilà, c'est un peu ici que ça prend parce que on voit bien que déjà mécaniquement c'est quand même ultra exposé aux contraintes. Voilà, donc il y a des chances que tu fasses une bursite sous-acromiale et que tu aies le tendon du supraépineux qui soit en souffrance. Il parlait de faire une infiltration, ouais. L'infiltration, c'est une injection locale de produits antidouleurs, anti-inflammatoires. Enfin voilà, en général c'est ça. Donc après, le médecin ou le rhumatologue t'en dira plus, mais ça permet de calmer localement les douleurs, les inflammations, voilà. Après, il faut faire attention parce que ça permet de ne plus souffrir, mais des fois, si on n'essaye pas de comprendre toujours un peu plus loin, de rectifier une éventuelle cause, ça va masquer la douleur X temps. Et après, si le mécanisme est encore présent, ça va revenir ou ça va continuer. Enfin, voilà, donc il faut toujours aller comprendre vraiment tout ce qui se passe, pourquoi on en est là, qu'est-ce qu'on peut faire, etc., etc. Voilà, c'est le meilleur conseil que je peux te donner, mais il y a des gens pour qui l'infiltration, ça les soulage beaucoup. Le kiné, ça aide aussi, voilà. Est-ce que je traite des gens qui sont hyper laxes? Oui. Oui. Au même titre que je traite des gens qui sont ultra raides et ultra pas souples. Mais oui. Tout à fait. Des hyper laxes. Mais nous, en ostéopathie, on ne peut pas vraiment lutter ou aller remettre de la rigidité chez quelqu'un qui a une hyperlaxité ligamentaire. Nous, notre métier, c'est de remettre de la mobilité, de restaurer la mobilité, d'enlever les dysfonctionnements, les raideurs, les tensions, retrouver un équilibre. Mais c'est vrai que les gens qui sont hyper laxes, c'est une nature. Voilà. Donc nous, on va les aider à ce qu'ils n'aient pas de dysfonction, de déséquilibre, etc. On va rééquilibrer ça. Mais ça ne nous empêche pas de travailler sur des gens hyper laxes, hein, pas du tout. Au même titre que les gens qui sont tout raides, c'est pareil. On les aide aussi. On a les deux extrêmes. Mais voilà, l'hyperlaxité, c'est comme ça. Au même titre qu'il y a des gens qui ont les genoux qui rentrent. Il y a des morphologies, il y a des particularités physiologiques. Voilà, c'est comme ça.
Alors, oh là, attends, ma souris me bloque des trucs. Si j'ai une jambe qui s'est décalée avec le temps. Alors, qu'est-ce que tu entends par une jambe qui s'est décalée? C'est-à-dire une différence de longueur de membre inférieur? C'est ça que tu veux dire? Une jambe plus longue? Ou une douleur? Enfin voilà, dis-moi plus, s'il te plaît. Parce que là, je sèche. Je sais pas où tu veux m'emmener. Les infiltrations, t'en as eu pour ton genou, ça n'a pas marché. Ah mince! Bon, ils t'ont proposé, ou t'as peut-être déjà fait du kiné aussi éventuellement. Il y a des gens pour qui la mésothérapie aussi, ça marche bien, ou l'acupuncture. Voilà. Bah bon, l'ostéo, kiné, méso, acu, ouais, en général, c'est ça que je peux conseiller. Alors, c'est pas clair. Ton pied en bas, il est décalé, mais pour toi, il est droit, mais il n'est pas... En fait, genre, tes deux pieds, au lieu d'être bien comme ça, il y en a un qui fait un peu une rotation interne ou externe, c'est ça? Ils sont pas bien parallèles l'un avec l'autre? Ah, ok. Ah oui, il fait un peu une rotation externe. En vrai, on a tous des asymétries. Ça dépend. Est-ce que ça donne des douleurs? Est-ce que ça crée d'autres problématiques ou pas? C'est ça la vraie question. Éventuellement aller voir un podologue, voir si au niveau des appuis on est OK, s'il y a peut-être des petites choses à rectifier. Donc après, à voir si tu as mal au dos, si tu as mal aux genoux, si tu as mal aux hanches, si ça pose des problèmes d'avoir cette petite différence posturale. Tu as surtout mal aux genoux. Tu as déjà été voir un podo, Joe, du coup, ou pas? Ou fait du kiné, ou voilà, qu'est-ce que tu as déjà essayé? Tu as une patella alta. Ah oui. Avec de l'algo. Il y a eu une intervention sur ce genou pour que tu fasses une algo? Instabilité rotulienne, bah oui, hein. Et coucou, Charidou. Coucou, hello. Pardon. Ouais, trouver des médecins sans médecin traitant. Est-ce que tu as une mutuelle? Parce que des fois, les mutuelles proposent des services de consultation en visio. Moi, je l'ai déjà, enfin, moi, ça m'est déjà arrivé d'utiliser ce service et c'est bien cool. En vrai, ça permet d'avoir un médecin ou sinon, tu vas en cabine chez les pharmaciens. C'est pareil, il peut y avoir des consultations. Tu sais pas si tu as une mutuelle. Bah après, c'est pas obligatoire d'avoir une mutuelle, hein. C'est chacun s'assure comme il veut, hein. C'est pas comme une voiture où légalement on est obligé de l'assurer. Mais une mutuelle, tu fais ce que tu veux, hein. C'est pas obligé d'avoir une mutuelle. Mais des fois, ce que je veux dire par là, c'est qu'en souscrivant à une mutuelle, tu peux avoir des services de visio, voilà. Les cabines en pharmacie. Ouais, merci Charidou, ouais, on a pensé à la même chose. Cabine de pharmacie. Voilà, il y a toujours moyen. Maintenant, ça c'est un peu plus facile. C'est pas l'idéal, mais ça dépanne bien quand même. Après, Podo, tu peux y aller sans ordonnance, mais ce sera à tes frais, du coup. Sans ordonnance, voilà, c'est à tes frais. Ouais, une mutuelle d'entreprise, mais je sais pas si tu bosses en ce moment, du coup, Joe. Ou peut-être si tu es sur la mutuelle d'un de tes parents, peut-être. Ouais. Donc voilà, c'est les meilleurs conseils que je peux te donner. Voilà. Ils n'ont pas voulu t'opérer, tu es trop jeune. Ah. Ouais, oui, oui, oui. Et t'as quand même fait une algo? C'est vrai qu'en général, bon, les algos, c'est majoré par les interventions chirurgicales, mais après, on peut faire de l'algo après une luxation, après un trauma, c'est pas forcément une opération, hein. Ouais, moi, je dis ça. Mais... D'accord, ils t'ont pas opéré. Du coup, c'est compliqué avec une patella alta parce que c'est une problématique
Enfin, c'est une forme de genou qui est... Enfin, de... Oh, ça y est, je suis en fin de stream, je trouve plus mes mots. C'est la... Toute la gouttière, la forme de la rotule, enfin voilà, qui est différente et qui cause des problèmes. Après, voir si en kiné, est-ce qu'ils n'arriveraient pas à renforcer et faire en sorte que tu souffres un peu moins? Ou pareil, podologie, essayer de voir éventuellement si ça récompense quelque chose. Je réfléchis. Bon, après, tout ce qui est, enfin, pas attelle, là, mais des genouillères ou des choses comme ça, des trucs souples pour essayer d'atténuer un petit peu ça. Voilà. Voilà les conseils que je pourrais vous donner. Ah, ben pareil, tu avais une bursite sous-quadricipitale. Ben oui. Tu as fait les infiltrations. Avec la kiné, on a fait du renfort. Ouais, c'est bien. Ben là, ouais, essaye de... Si t'es pas trop réceptif aux infiltrations, alors après, c'est pas parce que ça n'a pas marché une fois que ça marchera plus jamais, mais éventuellement refaire du kiné. Parce que des fois, rééquilibrer au niveau musculaire, ça permet de redonner un bon équilibre, une bonne trophicité à l'épaule et un meilleur équilibre de tout le monde. C'est plus harmonieux, donc ça évite les sursollicitations de certains muscles par rapport à d'autres. Refaire un peu de kiné, ouais. Ouais. Mais pareil, au niveau du quadriceps, hein, il y a une bourse. Hein. Il y a une bourse. Je peux peut-être vous la montrer. Alors, l'ojnaï. Voilà. L'ojnaï. Alors, où j'ai mis mon crayon? Bon, c'est pas très grave. Je vais vous montrer que n'importe quoi. Là, vous voyez, on a le fémur. C'est une jambe qu'on a coupée, on l'a tranchée en deux. Et on regarde sur un côté. Donc là, on a notre fémur, notre tibia, les ménisques, je vais dire l'omoplate. Oh là là, la patte est là, tout va bien. Et là, en rouge, les petits bourrelets rouges que vous voyez, c'est les... Pareil, c'est tout ce qui est les bourses, entre guillemets. Voilà, c'est des replis de membranes, de synoviales, tout ça, qui permettent de venir là aussi protéger. Donc en fait, il y en a aussi derrière le fémur pour protéger les ischio-jambiers. Et là, il y en a une devant, sous le tendon du quadriceps, pour venir protéger le tendon de se frictionner avec l'os. D'ailleurs, sur le genou, il y a aussi des bourses graisseuses. Il y a de la graisse qui vient protéger. Donc là, au niveau du genou, c'est ça que tu t'es inflammé. Je ne sais pas si on peut le voir un peu ailleurs aussi. Enfin, là, on les voit. Hein, au niveau du genou, il y a des bourses un petit peu partout. Hein. Il y a des petites boules bleues qu'on voit. Tout ça, c'est des petites bourses. Là, les bourses cireuses. Non. Ouais, c'est là où je pourrais le mieux vous le montrer. C'est en coupe. Voilà, c'est une coupe. Voilà, les amis, ce que je peux vous dire. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations, d'autres questions et tout? Mais du coup, Skolgan, n'hésite pas à regarder le replay, à reprendre au début. Bon, tu verras la peau. On a galéré pendant un quart d'heure avec Tigresse à essayer de faire un stream partagé. La pauvre, a été vexée. Ça n'a pas marché, donc du coup, on s'est remis en Discord. Voilà, mais... Donc, n'hésite pas à regarder le replay, comme ça rebalayera vraiment tout bien précisément. Ouais, n'hésite pas. Enfin, si ça te dit, hein, évidemment. Mais je me dis, vu ton cas de figure, ça peut aider. Puis pareil, j'avais fait un live sur le genou, mais je crois pas que je l'ai mis sur YouTube encore. Je crois que j'attends de le refaire avec Tigresse. Voilà, donc je vous rappelle les références bibliographiques. Le Néther, la Bible, bon, il y en a d'autres, hein, mais c'est la mienne. C'est celui que j'avais pendant mes études. Donc le Néther, atlas d'anatomie, avec des planches peintes main. Voilà, il y a plein de trucs sur tout le corps.
Et là, on a notre version à colorier. Donc si vous êtes curieux, que vous aimez bien colorier, vous voulez un truc chill pour à la fois apprendre des trucs et puis vous faire plaisir, vous avez la reprise des planches qu'il y a dans le Nether classique en version à colorier. Donc vous avez les textes, les légendes et tout, ça vous permet d'apprendre des choses et de colorier ce qui va avec. Voilà, donc là il y a tout le corps, c'est pareil, il y a plein de organes, les muscles, le système de viscères, les systèmes endocriniens, les hormones, enfin vous avez tout le corps quoi. Donc là, ça c'est 2 petits bijoux. J'essaierai de prendre le temps de mettre le lien, je me ferai un petit lien à Amazon pour ceux qui voudront l'acheter.